Plusieurs chefs des médias mardi et son retentissement international. Le président Bassirou Diomaye Faye appelle au dialogue avec les entreprises de presse. Bonjour Thierno Alassane Sall. Babacar, bonjour. Candidat malheureux à la dernière présidentielle, scrutin remporté par Bassirou Diomaye Faye avec 54% des suffrages. La victoire de l'antisystème. Le système a-t-il changé 4 mois après cette nouvelle alternance ? D'abord, je me réjouis et je me félicite de cette victoire du camp dit anti-système, en tout cas, et du départ de Macky Sall, parce que c'était un blocage important pour les évolutions attendues, démocratiques, économiques, sociales. Et s'il était resté, ou le système qu'il dirigeait, s'il était resté, ça aurait été une menace grave pour la paix et la sécurité du pays. Maintenant, on a une nouvelle équipe à qui je souhaite plein succès parce que leur échec ou des résultats mitigés signifierait que pour les Sénégalais et notamment la jeunesse, les rendez-vous et les espoirs n'auraient pas été concrétisés. Et je n'ose pas imaginer avec cette population très jeune qui recommence à aller à la mer, c'est les marchands ambulants, toute la situation difficile du pays, je n'ose pas imaginer ce que serait un Sénégal qui ne marquerait pas des progrès économiques, sociaux, démocratiques significatifs. Maintenant, pour en venir à votre question, est-ce qu'on est en train de démanteler le système ? Je crois plutôt que pour l'instant, la nouvelle équipe s'est confortablement assise dans l'ancien système, on a pris tous les oripeaux, et puis en train de dérouler, on ne sent pas de changement, même psychologique significatif. Je vais m'expliquer. Si on regarde, parce que le système c'est quoi ? C'est les institutions. C'est la manière dont les institutions sont pensées, conçues pour assurer une démocratie véritable, un développement économique véritable, une liberté réelle. Si on regarde le président de la République actuellement, il vient de changer l'ensemble de l'administration du pays, les nominations principalement. Les postes clés. Les postes clés en faisant fi des promesses qu'ils avaient faites. Et qui étaient les promesses justement de remettre en cause ce mode de nomination en faisant des appels à candidature. Il a fait fi absolument de tout cela. Il a nommé des gens dans les conditions qui lui plaisent, sans tenir compte souvent même de critères objectifs visibles, compréhensibles, jusqu'à ce que des nominations qui ont pu choquer une partie de l'opinion. Et je dois dire que si Macky Sall avait procédé à de tels genres de nominations, ça aurait soulevé un scandale immense. Beaucoup disent non, il faut attendre, on va voir. Effet de l'état de grâce peut-être. Et les nouveaux dirigeants se disent, on peut se permettre. Oui, je vais ouvrir une parenthèse sur ce rapport-là. L'effet de l'état de grâce, c'est depuis 2000, vous voyez-vous, chaque fois qu'il y a eu un nouveau régime avec des promesses extrêmement belles et on s'attend à un hivernage démocratique, comme diraient les autres, le printemps démocratique dans les pays où on a 4 saisons. Ici, on a 2 saisons, donc un hivernage démocratique. On s'attendait à ce que le Sénégal renaisse et qu'il y ait véritablement une mobilisation extrême de l'ensemble des forces démocratiques. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne représentent qu'un échantillon des forces démocratiques qui se sont battues pour l'alternance. En 2000, c'était le cas. Et au moins en 2000, Ouad avait fait semblant de réunir un aréopage de gens pour une nouvelle constitution. Mais on a vu tout de suite que les gens disaient « Bailen comme Liguey ». Il y avait des actes qui étaient contre nature par rapport au... On est exactement en train de vivre la même situation avec Pastef au pouvoir. Avec Pastef au pouvoir. En 2012, Macky, la même chose, état de grâce, Benno Bokk Yakaar, toute une coalition autour de lui. On lui a donné un état de grâce de 2 ans à 3 ans. Quand il a terminé de verrouiller le système, il a fait sa constitution de 2016 où il s'est octroyé exactement les mêmes pouvoirs qu'Abdoulaye Wade. Et donc, on en est arrivé à une situation où l'inimaginable a pu se produire. Personne n'aurait pensé que Macky Sall aurait osé prétendre à un 3e mandat. Et on a vu aussi des scandales tout aussi graves. Donc, cet état de grâce, ça doit pas être un état de grâce, ça doit être un état de réflexion majeure où toutes les forces de la nation, dans justement cette situation exceptionnelle où tout le monde converge, se met à travailler pour changer le système. D'autant plus que, depuis de 2008 à nos jours, toutes les réflexions ont été faites à travers les assises nationales. Il y a beaucoup de réflexions, de propositions, de réformes des institutions
sur lesquels... Les dernières sur la justice, les assises de trop. De trop, parce qu'il y a eu des... Et le pouvoir actuel a signé la charte des assises nationales. La commission Beau avait déjà fini de faire des propositions pertinentes, même si Macky Sall ne les a pas, bien sûr, appliquées. Oui. Ces réformes proposées. Et je rappelle que ces réformes ont été revisitées récemment par la coalition pour la mise en œuvre des assises nationales avec les Mamadou Lamine Loum, les Dior Sow et les autres personnalités, entités qui dirigeaient cette démarche. Et nous avons tous, en tant que candidats, y compris le candidat Bassirou Diomaye Faye, par son représentant, signé cette charte de bonne gouvernance démocratique récemment et à la veille durant la campagne électorale. Donc, il ne s'agit pas de reprendre une réflexion quelconque. Il s'agit de mettre en œuvre des décisions qui existent, qui sont dans les tiroirs depuis plus d'une décennie, depuis plus de 15 ans. Or, à quoi assiste-t-on? À justement une remise en cause totale avec les mêmes arguments que Wade, que Macky, des pratiques. Je nomme qui je veux parce que j'ai la latitude de nommer. Et ça, c'est très dangereux. Ça me rappelle l'empereur Caligula. Le même système, alors. Oui, c'est le système. L'empereur Caligula qui voulait même nommer son cheval consul, c'est-à-dire plus que sénateur. Pourquoi? Parce que ici, on voit des gens, vous nous avez accompagnés, qui que vous soyez, quels que soient vos défauts, vos tares, votre moralité, on peut vous nommer parce que vous étiez avec nous. C'était ça, le système. Abdoulaye Wade nous avait dit, je peux nommer mon cheveu... en langage populaire, le partage du gâteau. Le partage du gâteau. Et ça, c'est la chose la plus grave qui puisse. Deuxièmement, je pense que même il y a une régression par rapport aux régimes antérieurs, parce qu'au moins on savait qui était le chef. C'était le chef constitutionnel, le président de la République, qui dirigeait l'exécutif. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un bicéphalisme qui ne dit pas son nom, où les pouvoirs gravitent autour du Premier ministre, sans que la Constitution et rien ne lui confère cette attitude-là. Si c'est le cas, c'est pire que le système, alors. C'est la réalité. On voit bien que c'est le Premier ministre qui, après s'être octroyé quasiment les pouvoirs du président de la République, se soumet à la justice quasiment. On reviendra sur le cas de la justice en parlant du système et donc des institutions. Et veut aussi se soumettre à l'Assemblée nationale. Prédominance du chef de gouvernement malgré l'hyperprésidentialisme. C'est ça le système politique sénégalais. L'hyperprésidentialisme, mais ici, dans un rapport de force qui est propre à leur parti politique, cet hyperprésidentialisme a été conféré à un Premier ministre, qui d'ailleurs ne se gêne pas de souvent mimer, comme quand il était dans l'opposition, ou quand Macky Sall prenait la parole le 3 avril ou le 31 décembre, il faisait son discours immédiatement. Le concours général, le président de la République fait son discours, lui aussi il organise sa cérémonie, on voit la suite. Donc, d'aller faire de la diplomatie, qui est le domaine réservé par excellence du président de la République. Il y en a qui pensent que si Bassirou Diomaye Faye ne s'est pas encore rendu en France pour les 80 ans du débarquement en Provence, c'est parce que le Premier ministre, à travers sa sortie contre la France, l'en a empêché. Ce n'est peut-être pas vrai forcément. Là également, il n'y a pas de changement dans le système, disons. En 4 mois, vouloir aller 3 fois en France. Et en matière de débarquement, on sait bien le rôle et la place qui a été dévolue aux tirailleurs, qui n'y sont pas allés en hommes libres. Il ne faut pas qu'on s'inscrive dans un modèle qui reproduit de manière, j'allais dire, psychologique, les relations coloniales qui existaient entre nous et la France. Les tirailleurs n'y ont jamais été en hommes libres. Et même dans l'armée française qui assistait au débarquement, ils étaient considérés comme des sous-hommes. Peut-être pas comme Hitler considérait les Juifs ou les Noirs, mais en tout cas, ils étaient en seconde classe et ils combattaient soi-disant au nom de la liberté. Mais de quelle liberté? De la liberté de la France, alors que les Africains étaient eux-mêmes sous le joug français. C'est cette contradiction, nous, qu'on doit lever en refusant d'abord de participer à cette opération de débarquement et en revisitant notre histoire. Mais je crois que nous, dans notre histoire, on prend que les aspects symboliques les plus visibles, sans s'occuper de la lame de fond. Par exemple, on continue à appeler notre ancienne capitale Saint-Louis du Sénégal au nom d'un ancien roi. La France s'est débarrassée de tous les symboles
de la royauté et de la monarchie depuis la révolution de 1789. Nous, on continue à appeler Saint-Louis parce que le bon roi Louis XIV, qui a donc colonisé le Sénégal à l'époque, a voulu appeler Saint-Louis du nom de son grand-père. Donc nous supportons encore les oripeaux de la monarchie que les Français ont même rejeté chez eux. Nous devons revisiter globalement notre histoire. Thiaroye est un cas grave, ça c'est une parenthèse que je fais, mais il y a d'autres Thiaroye. Sur le fond, vraiment, Thierno Sansal, Ousmane Sonko, il a raison. C'est pas à la France, selon lui, d'écrire l'histoire à sa façon. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je dis qu'on a brûlé des villages en Casamance, on a coupé des têtes et on les a coulées au pilori ici, Djeri Diorndele, on a tué des gens comme au Fouta, on a brûlé des villages, etc. Donc nous devons réécrire notre histoire à nous, en mettant nos historiens en contribution à écrire notre histoire objective et en ne laissant pas croire que nous sommes dans des relations amicales avec la France. Mais pour revenir sur le système, le deuxième aspect... On était sur la diplomatie, l'agitation du Premier ministre autour de la diplomatie sénégalaise, c'est parce que peut-être c'est le président de la République qui lui attribue ses prérogatives. Nous-mêmes, nous nous y perdrons, a fortiori les chancelleries étrangères qui n'auront pas la capacité de savoir à qui s'adresser, quel est l'interlocuteur valable et quel est le point de vue final. Je pense qu'en matière aussi de nationalisme, ce qui s'est passé avec l'ambassadeur d'Ukraine aurait mérité une expulsion pure et simple. Donc, la gesticulation, c'est bon, mais prendre les attitudes... Le nécessaire a été fait. Il a été convoqué par la ministre de l'Intégration africaine des Affaires étrangères. Je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus ferme sur ces questions-là. Mais bon. Conséquence, le Mali et le Niger ont coupé leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine après la sortie de l'ambassadeur de ce pays accrédité à Dakar sur les dernières attaques terroristes sur le sol malien. Oui. De manière générale, nos relations avec nos voisins, on a intérêt à faire extrêmement attention. On a vu les manifestations devant l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso qui ont eu lieu. Nous avons intérêt à faire très attention parce que la force de notre sous-région, c'est que les peuples sont sans couture. Il n'y a aucun problème entre les peuples maliens, sénégalais, guinéens, etc. Et nous sommes dans une situation où des tensions peuvent surgir. Et sous ce rapport, d'ailleurs, une certaine frange de Sénégalais se met à critiquer des étrangers qui seraient présents au Sénégal, sans oublier que nous sommes un pays par essence d'émigration et qu'en termes d'émigration, nous sommes des exportateurs nets. Il y a plus de Sénégalais à l'extérieur qu'étrangers chez nous. Et donc, nous devons faire extrêmement attention. Et là-dessus, nous devons être très vigilants. La visite d'Ousmane Sonko à son retour de Kigali, il a fait un tour à Bamako. Et cette phrase du Premier ministre malien Choguel Maïga sur la démocratie sénégalaise, lui qui est le Premier ministre d'un gouvernement putschiste, il déclare devant Ousmane Sonko que la démocratie sénégalaise, c'est une démocratie théorique. Ça a choqué une certaine opinion. Oui, Choguel Maïga, le Mali, je ne veux pas trop me prononcer sur les affaires intérieures de d'autres États d'ailleurs, mais on sait très bien que le Mali, combien de journalistes sont embastillés, combien d'opposants sont enlevés dans la rue. Et on est plus libre au Sénégal qu'au Mali. Même sous tous les régimes qui sont passés, de Wade, de Senghor, d'ailleurs, le Sénégal était le refuge de tous les opposants des pays voisins, Mali, Guinée, etc., parce qu'on est quand même... On a toujours bénéficié d'une relative liberté. On est plus libre au Sénégal qu'au Rwanda. Combien d'opposants rwandais disparaissent? Je pense que si Kagame avait été au pouvoir, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal, ils auraient disparu dans les hôtels ou dans d'autres endroits. C'est facile de suivre une certaine tendance populiste sur les réseaux sociaux au niveau africain, de se trouver de nouveaux héros. Mais en réalité, combien d'opposants ont disparu au Rwanda, soit dans d'autres pays, y compris en Belgique, au point où l'ambassadeur dernièrement de Rwanda qui avait été accrédité en Belgique avait été refusé parce qu'il serait mêlé à des situations de disparition d'opposants. Il y en a qui ont disparu au Kenya, en Afrique du Sud, et c'est de notoriété publique. Je ne parle même pas de ce qui se passe dans les pays des Grands Lacs, où il y a quand même 8 millions de morts à RD Congo. Et donc,
Nous n'avons pas à célébrer si nous sommes de véritables panafricains, si nous évoquons Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia, etc., Thomas Sankara. Nos références doivent être en accord avec nos pratiques. Et c'est là où il y a une sorte de dichotomie, ou un divorce total d'ailleurs, entre les attitudes proclamées et les actes posés, qui consistent à avoir souvent une certaine admiration pour des putschistes. On a vu l'accueil dont a bénéficié le président guinéen, alors qu'en Guinée, il y a presque plus de démocratie. Je dois dire que donc les changements attendus, justement, quand on évoque ces grands principes, le franc CFA, le Cheikh Anta Diop, le panafricanisme, c'est les 4 premiers mois, ça devrait se voir qu'il y a un changement fondamental d'esprit, de comportement. Il y a des chantiers qui sont en œuvre pour implémenter ces idées-là, de sorte que même les autres pays africains viennent voir dire qu'est-ce qui se passe au Sénégal, parce qu'il y a un mouvement, parce qu'il y a une dynamique, parce qu'il y a une marche vers l'avant. Mais en fait, de marche vers l'avant, qu'est-ce qu'on constate? C'est, encore une fois, un Premier ministre qui peut se permettre de menacer des opposants devant le grand théâtre, de dire que bon, la prochaine fois, celui qui parle là, je lui cloue la bouche, je lui ferme la bouche pour parler correctement, qui menace des journalistes, qui menace comment dirais-je, des influenceurs. Le pauvre Badiakate, pour qui je l'écoutais au passage comme ça, on n'a aucune affinité. Mais les points qu'il posait, c'était des points absolument factuels, objectifs, qui méritent une réponse objective et factuelle, mais non pas se couvrir derrière l'article 80 ou les autres articles du Code pénal pour clore un débat qui est un débat de fond. Est-ce que le président de la République a eu à bénéficier de terrain et dans quelles conditions quand il était inspecteur des impôts et domaines? Et qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il a bénéficié des terrains à Ouakam? Est-ce qu'il a bénéficié des terrains à Mermoz? Dans quelles conditions? Est-ce que le Premier ministre, contrairement à sa déclaration de patrimoine de 2018, avait des villas à Sikafoire? C'était ça le dossier qu'il posait sur la table. Mais on a verrouillé ce débat-là en utilisant les mécanismes du pouvoir. Et c'est ça le système. Mieux. Le système, c'est le président de la République et son Conseil supérieur de la magistrature qui prennent toutes les affaires qui étaient pendantes avant les élections, qui l'instruisent en appel au Conseil supérieur de la magistrature pour pouvoir affecter l'ensemble pratiquement des juges qui étaient partie prenante. Je ne dis pas que ces juges ont bien fait. Hein. Il faut qu'on soit clair. Peut-être qu'ils ont... Ces magistrats limogés de leur poste parce que Pastef estime qu'ils ont été parmi leurs bourreaux quand Pastef était dans l'opposition. C'est ça que vous dénoncez, cette pratique. C'est la vengeance. Si ces magistrats ont mal agi, il y a quand même des procédés prévus par la loi et la justice pour vider de ces contentieux-là, montrer en quoi ils ont mal agi, et certainement l'instruction de l'ensemble des dossiers qui ont eu lieu ici, les morts, les 80 et quelques morts, ou je ne sais plus combien exactement d'ailleurs, on ne sait pas. Chaque mort aurait dû faire l'objet d'une enquête précise, de savoir exactement dans quelles conditions, ce qui s'est passé à l'université. On aurait dû savoir de manière précise les gens qui sont morts dans les bus, les personnes la loi d'amnistie qui sont dans les bus. La loi d'amnistie est passée par là. Mais avant la même loi d'amnistie, ils avaient eu le temps d'opérer à des investigations absolument précises pour pouvoir nous dire ce qu'il en est. Le régime de Macky Sall n'a pas fait le travail nécessaire. Le travail nécessaire, on est bien d'accord là-dessus. Le pouvoir Pastef ne veut pas instruire ces dossiers-là, tous ces morts. Il fallait une instruction en bonne et due forme. D'abord, répudier la loi d'amnistie, remettre en cause la loi d'amnistie et reprendre les instructions pour qu'on sache. Parce que il ne peut pas y avoir d'amnistie ou de pardon. La loi d'amnistie est dans le deal avec Macky Sall, au Cap Manuel. Absolument. Mais moi, ce que je déplore dans la manière de régler le problème, c'est d'abord le principe de l'inamovibilité des juges de siège a été constitutionnel. Le principe constitutionnel a été remis en cause. On dira toujours les nécessités de service. Mais qui a instruit ce dossier? Le président Bassirou Diomaye, qui présidait ce Conseil supérieur de la magistrature, était partie prenante. Même du point de vue éthique et moral, en bonne justice, il doit se récuser quand on examine un dossier dont il est partie prenante. N'est-ce pas? Or, on nous a promis une réforme de la justice qui mettrait les meilleurs principes universels de justice en œuvre. Ici, je répète,
c'est une justice des vainqueurs qui décrète que ceux qui nous avaient jugés ou qui nous avaient brutalisés avant sont coupables et qu'on va, sans aucune autre forme de procès, les condamner et les envoyer au bagne, au pénitencier de Tambacounda. Par parenthèse, les ressortissants de Tamba apprécieront. C'est la première fois que autant de juges, d'un seul coup, sont affectés. Mais c'est la vengeance, un État, quand Dieu vous donne la possibilité de vous mettre au service de votre nation et vous éprouve pour que vous montrez le meilleur de vous-même. Le président de la République, le Premier ministre, vous ne tombez pas dans la vengeance. C'est l'occasion de montrer justement le meilleur de vous-même. Vous donnez des leçons de gens de comment on doit administrer une bonne justice indépendante, libre, pour que désormais vous traciez des sillons. Mais vous en profitez pour vous venger. Et c'est ça le système. Macky Sall aussi. Ça veut dire que les prochains magistrats qui se saisiront des dossiers concernant Pastef, le président de la République, savent désormais comment ils doivent juger s'ils ne veulent pas être envoyés eux aussi à Tambacounda. C'est ça le plus grave. C'est-à-dire qu'on vient de dire aux gens, à tous ceux qui vont venir, mais si vous ne jugez pas conformément à ce que nous pensons être la justice, vous n'êtes pas à l'abri d'affectation vers Tambacounda ou ailleurs. Et c'est ça qu'on avait promis aux Sénégalais. Parce qu'on néglige... Que font maintenant les magistrats pour leur indépendance? Le silence de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, sur ces décisions prises en Conseil supérieur de la magistrature. Silence total. Silence radio de l'UMS. Me reviennent les paroles de Wade. J'aime pas beaucoup ces paroles-là. Mais il avait dit à l'époque que vous donnez aux magistrats la liberté et l'indépendance. Ils n'en veulent pas. Ils reviennent dire non, on ne veut pas de l'indépendance. C'est Wade que je cite de mémoire, mais c'était cité dans le Pop. Je l'ai même cité dans un livre, Modignan aussi également. L'UMS et les magistrats qui ont dit nous ne voulons pas que le président de la République quitte le Conseil supérieur de la magistrature. C'est extrêmement inquiétant et grave. Vous savez, il y a des pays au monde où il n'y a même pas de Conseil supérieur de la magistrature. La conception de la justice est telle que la justice est organisée sans que l'exécutif ne puisse siéger quand il s'agit d'administrer les affaires de la justice. Mais ici, nous, c'est l'UMS et les magistrats qui disent non, il faut que le président de la République reste. Et que lui, le président, profite de cette sorte de mésentente pour revenir sur les engagements signés qu'il avait fait pendant la campagne électorale devant des personnalités éminentes du pays, devant la société civile, en pleine connaissance de cause, parce que l'ensemble des termes de ce débat, il n'y a aucun argument nouveau qui peut agiter, parce que l'ensemble des termes de ce débat étaient connus. Donc, pour ce qui concerne la justice, on repassera, mais on est très mal parti malgré la soi-disant réforme. L'Assemblée nationale. Le système. C'est le système, l'Assemblée nationale. Je dois dire que la première réforme qu'il fallait engager concernait peut-être certainement l'Assemblée nationale, puisqu'on a vu durant la période glauque de février à mars comment l'Assemblée nationale a essayé de participer au coup d'État de Macky Sall pour le report reporter les élections. De la présidentielle, la loi d'amnistie votée. La loi d'amnistie votée dans des conditions absolument obscures, alors que ça a été déjà acté depuis le protocole du Cap Manuel. Ça, c'est l'Assemblée nationale, c'est Macky Sall, c'est Ousmane Sonko, c'est Bassirou Diomaye Faye. Oui, et donc, ce qui prouve quoi? C'est que l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire un protocole écrit au Cap Manuel, l'Assemblée nationale, à travers les 3 présidents de groupe, se mettent d'accord pour qu'on va faire voter cette loi d'amnistie et que la plupart des membres des groupes, comme un seul homme, se mettent... Qu'ils ont passé 2 ans à se s'écharper devant tout le monde, à se traiter de tous les noms d'oiseaux et à dire certainement des choses qui avaient une part de vérité sur les assassinats, les emprisonnements sans procès, etc., etc. Tout d'un coup, ils découvrent que oui, c'est bien qu'on mette un voile sur tout cela afin que tout le monde puisse participer à l'élection présidentielle, y compris d'ailleurs l'exilé du Qatar. Mais le plus grave, dans ce contexte-là, il y avait quand même l'accusation grave contre des juges du Conseil constitutionnel, et lesquels ont porté plainte. Cette procédure, où en est-on? Entre-temps, les procédures contre les juges qui étaient mêlés au procès
Sweet Booty, oui, et autres, ont été beaucoup plus rapides. L'affaire Badiakhate a été instruite en mode express, fast track, comme dirait l'ancien régime. Et les accusations contre des juges conseils constitutionnels, proférées par des députés qui encore prennent la parole à l'Assemblée nationale. Quand on amorce des réformes du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ça doit être pourquoi? Pour d'abord, conformément aux promesses qu'ils ont faites, à leur fameux projet de panafricanisme, de Cheikh Anta, etc., c'est de faire en sorte que l'Assemblée puisse jouer son rôle véritablement de contrôle de l'action de l'exécutif. Et la réforme du règlement intérieur doit s'amorcer maintenant pour que la prochaine Assemblée puisse partir sur de très bonnes bases. On a révisé le règlement intérieur de l'Assemblée, mais est-ce que ça donne plus de pouvoir aux députés pour savoir ce qui se passe entre le DG de l'ONAS, par exemple, et son ministre? Il y a des accusations très graves formulées par Cheikh Dieng, le DG de l'ONAS limogé, contre Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Des accusations, mais alors très graves. Oui, et Babacar, est-ce que les Américains, le peuple américain, en mettant sa constitution au XVIIIe siècle, est-ce que ce peuple américain qui a dit que dans de telles circonstances, on va faire auditionner et les ministres et le directeur général, est-ce que ce peuple américain mérite plus que nous, 2 siècles et demi plus tard, pour que nous ne puissions pas faire la même chose? Quel est le prétexte? Ça ne demande ni de l'argent, ça demande rien d'autre que la volonté de faire progresser le pays. Est-ce que nous méritons d'une assemblée qui puisse savoir dans quelles conditions, mais voilà, des nominations, certaines nominations ont été faites? Est-ce que ces gens sont compétents pour agir? Est-ce que nous méritons d'une assemblée qui puisse dire, bon, la question du pétrole a tellement agité le pays, il y a des Woodside qui s'agitent, il y a le gouvernement du Sénégal qui s'agite, et tout ça, ça va nous retomber là-dessus. Et on connaît aussi ce genre de situation, puisqu'on a eu ArcelorMittal, on a eu beaucoup de situations comme ça par le passé. Est-ce que l'Assemblée nationale ne devrait pas se saisir de cette question pour examiner dans les moindres détails? Est-ce que les emprunts obligataires, c'est le FMI qui n'a aucune légitimité du point de vue de notre constitution, plus grande en tout cas que celle de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est le FMI qui doit constamment tirer la sonnette d'alarme et donner l'impression de mieux protéger les intérêts du Sénégal, alors que c'est le rôle de l'Assemblée nationale? Est-ce que nous n'avons pas, nous, Assemblée nationale, vocation à voir dans quelles conditions tous ces emprunts obligataires, dont on dit d'ailleurs que des commissions auraient été prises au passage par des intermédiaires, dans quelles conditions ça a été noué? Pourquoi? Donc, quand on ramène tout le débat à une déclaration de politique générale et à des tensions surfaites entre un Premier ministre de l'Assemblée, on nous ramène vraiment dans les débats de Borne-Fontaine, excusez-moi. C'est la même chose d'ailleurs entre le ministre... Ça n'aura rien, ça n'aura servi à rien, l'ouverture de cette session extraordinaire pour juste mettre à jour le règlement intérieur pour réintégrer la DPG, le Premier ministre... qui n'est pas, on n'est même pas sûr qu'il va venir faire sa déclaration de politique générale devant cette législature. Ça n'aura servi à rien. Donc, mais avant de revenir sur les conditions justement assez intéressantes dans lesquelles cette révision s'est faite, je termine juste ce que je disais. On nous installe dans une culture de débat de bas niveau. Vous imaginez quand un ministre et un DG n'arrivent pas à pouvoir s'asseoir autour d'une table et à discuter entre grands. C'est une question essentielle pour trouver les voies et moyens, mais s'échange jusqu'à ce que ça aboutisse à un clash en moins de 3 mois. Ces gens sont-ils capables d'assurer un dialogue avec la presse ou avec... ça vous étonnerait qu'il n'ait pas possible que les ponts soient rompus avec la presse ou avec l'opposition ou avec des pays étrangers. Donc pour revenir sur les conditions de révision du... Vous savez, il y a quand même dans la marche de l'Assemblée nationale un fait qui révèle que on a une assemblée menée, comme je l'avais dit, par un bureau. Et les députés ne sont que des faire-valoir en général. Quand le 29 juin, le ministre des Finances devait venir faire le débat d'orientation budgétaire, on est arrivé convoqué, donc quand l'Assemblée se réunit, c'est la plénière qui est maîtresse du jeu. Mais à la dernière minute, le bureau s'était réuni et a dit, bon, on suspend et on clôt la session parce qu'on n'est pas content sur les propos du Premier ministre, à juste titre. Mais la plénière n'a pas eu à se prononcer
comme des moutons de Panurge, on nous a renvoyés voilà, en vacances. Entre-temps, il y a eu des propositions de loi. Les 3 présidents de groupe et le bureau se sont retrouvés à Saly, ont discuté de la portée, du contenu de ces réformes et ont convoqué la session pour faire valider. Et le débat en session, vous avez vu ce que ça a été, plénière, même en commission, c'est pratiquement resté la même chambre d'enregistrement. Alors que ce qu'on demandait justement, c'est l'occasion de faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse être le véritable lieu de débat démocratique. Qu'on puisse voir dans le règlement intérieur tout ce qui empêche l'Assemblée de jouer son rôle. Mais quand la plénière de l'Assemblée et les députés ne peuvent même pas savoir quel est le salaire du président de l'Assemblée, quels sont les faux politiques à sa disposition, quand l'Assemblée nationale, y compris la commission de contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, n'arrive pas à avoir accès aux comptes de l'Assemblée nationale, mais vous voyez bien que ce n'est pas cette Assemblée qui ira demander de comptes à l'exécutif ou à d'autres entités de la République. Donc, si nous voulons changer, les réformes sont assez importantes. Une dernière réforme d'ailleurs avant les élections législatives qui se profilent, et pour revenir à l'hyperprésidentialisme, c'est que dans le contexte actuel, le code électoral confère au président de la République la possibilité, on l'a vu en 2022, de faire la répartition qu'il veut entre les députés, entre la liste nationale et les listes majoritaires dans les différents départements. Et souvent d'ailleurs de répartir le nombre de députés dans les départements selon sa petite cuisine politique, en sachant que ici j'ai des chances de l'emporter, donc j'y mets plus de députés, là j'ai moins de chances, j'y mets moins, la liste nationale risque de me poser des problèmes, j'y mets moins de députés à cause de la proportionnelle. Ce pouvoir conféré à un... Organiser les choses à sa convenance. À sa convenance. Et ce qui est essentiel, c'est l'Assemblée nationale, on parle de l'Assemblée nationale et de la géographie de l'Assemblée nationale. Ce pouvoir, nous tous, dans l'opposition, on l'a combattu. Pastef, tout le monde. Avant d'aller à des prochaines élections, je pense que la première des choses, c'est de retirer ce pouvoir au président de la République et de le conférer à une institution autonome qui dispose de règles claires. Je reprends l'exemple des États-Unis. Les grands électeurs dans un État, c'est défini selon la population de cet État avec un coefficient précis. Aujourd'hui, l'ANSD est en mesure de nous dire combien de nombre d'électeurs sont présents à Dakar ou de population à Thiès, etc. Et donc, au prorata, et en tenant compte de certains autres critères, on peut affecter le nombre de députés de manière automatique par une commission indépendante. Et s'il y a maintenant contestation du mode de répartition ou de l'équité, on peut aller vers le Conseil constitutionnel ou d'autres organes de régulation. Mais le président de la République peut s'enfermer avec sa petite équipe, faire sa cuisine électorale, nous sortir. C'est tout cela qu'on avait dit qu'on va changer. C'est tout cela le système. Le système ne change pas alors. Mais pour l'instant, on attend de voir. Mais en tout cas, comme je l'ai dit au début, ils s'y sont assis confortablement. Et on fait des eurobonds sans que ce soit clair dans quelles conditions, qui est Que pensez-vous de ceux qui doutent de la transparence dans ces opérations, justement, de levée de fonds, opacité pour certains, et même incompréhensible pour d'autres, puisque les institutions financières internationales disent que le Sénégal n'en avait pas besoin. Montrez-moi une seule personne qui, avec des arguments intangibles, peut prouver que c'est transparent. Le doute doit être de mise dans cette affaire, puisqu'on s'est réveillé un beau matin. On a vu qu'il y a un eurobond, alors que nous dénoncions tous les eurobonds lancés par l'ancien régime, dans des conditions encore moins transparentes et apparemment moins intéressantes pour le Sénégal que sous l'ancien système. Et je dois dire d'ailleurs que ce qui montre à suffisance qu'il n'y a pas de changement majeur sous ce rapport, c'est, vous avez entendu parler d'une loi de finances rectificative, vous avez entendu parler parce que c'est un an quand même, le budget 2024, quand le président Diomaye arrive au pouvoir, il n'y a qu'un trimestre qui était déjà parti. Ne serait-ce que parce qu'ils ont regroupé des ministères, ils ont réduit la taille des départements ministériels, le nombre de départements ministériels. Ils ont regroupé des ministères. Il y a nécessairement une loi de finances qui s'imposait. Mais surtout s'ils avaient une vision différente de la marche à imprimer au cours économique et social du pays, ils avaient besoin par le budget, qui est l'instrument par lequel le gouvernement agit, mais de montrer quels sont leurs choix et en quoi ces choix économiques, sociaux, etc., sont différents des choix de l'ancien régime.
mais reprendre le même budget. Et même le document qu'ils nous ont donné de programmation du budget, triennal du budget qu'ils nous ont donné à l'occasion du débat d'orientation loupé, là, du 29 juin, c'est exactement le même document que sous Macky Sall. Les mêmes chapitres, les mêmes phrases, c'est juste les chiffres qui ont changé par rapport à l'année. Il doit être très content, le ministre des Finances, d'être pas venu justement à faire cette présentation. Ah, je crois oui, parce que... Ça l'arrange un peu, non, que le débat ait été annulé par la majorité Benno, d'ailleurs. Ça arrange tout le monde. Je crois que oui, parce que je ne pense pas qu'il était en mesure d'annoncer la moindre amorce de changement. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, j'étais là, il y a au moins eu des agences qui avaient été supprimées pour faire semblant de faire... c'était dans la bonne marche, hein, mais je pense que dans un premier temps, c'était surtout pour un coup politique, pour faire semblant de réduire le train de vie de l'État. Vous vous souvenez, toutes les agences qui fonctionnaient autour de l'emploi des jeunes ont été, à un moment donné, fusionnées. Ici, vous avez, je donne un exemple simple, le PUDC, le Puma, Laser, Sénélec et d'autres, qui sont sur les mêmes secteurs d'électrification rurale, Azeroute et autres, PUDC, Puma, qui sont sur les mêmes domaines de pistes rurales, etc. Et on a 3 ou 4 entités qui interviennent là-dessus. C'était des entités manifestement destinées à caser de la clientèle politique et qui, par leurs frais de fonctionnement, contribuent à obérer les charges inutiles de l'État. Voilà au moins un domaine dans lequel il y a des fusions nécessaires. Diomaye Faye, il a dissous la CNDT, la Commission nationale du dialogue des territoires, dirigée alors par Benoît Sambou, avec un budget annuel de 300 millions de francs CFA par an. Un petit effort, non? Ou pas? Oui, un petit effort, mais je pense que les gros efforts qui étaient attendus dès le départ, ici et maintenant, c'était justement... C'est pas une commission forcément inutile. J'ai vu quelques rapports, ils ont travaillé sur les incohérences territoriales, les conflits de territoire entre collectivités territoriales. Ce sont des sujets très importants, non? Mais pour ne pas donner l'impression de viser le sieur Benoît Sambou, je crois qu'il y a des entités beaucoup plus problématiques qui auraient mérité d'être remises en cause, notamment le Conseil économique, social et environnemental. Vous faites ça, les Sénégalais vous disent « Ah oui, bon, ça c'est au moins, le budget est beaucoup plus conséquent. » Et l'impact sur le fonctionnement du pays moins évident. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, il y a beaucoup d'autres entités comme ça. Notre carte diplomatique à l'international est d'une certaine... sans rapport avec nos ressources. Donc, si véritablement il y a un souci de, comme on dit, de repenser notre pays et de repenser l'ensemble des institutions, encore une fois, les dialogues, les assises nationales ont produit beaucoup de recommandations pertinentes qui ne demandent qu'à être appliquées. Et la question, c'est de s'asseoir et de voir comment mettre ça rapidement en application, en modifiant la Constitution, mais en y mettant toutes les modifications pertinentes qui permettent au pays d'être plus rationnel. On en arrive maintenant à cette grève des médias qui a eu un écho à travers toute la planète. Parce que vous êtes au pouvoir. Bon, nous ne sommes pas très à l'aise pour parler comme ça, mais... quatrième pouvoir, on dit. Le standard international, c'est que les médias doivent être libres. Libres, c'est quand on n'exerce pas sur eux cette énorme pression fiscale. Les impôts doivent être payés, tout le monde est d'accord, mais est-ce que les politiques, quand ils arrivent au pouvoir, ils doivent faire comme PASTEF est en train de faire, même si une brèche est ouverte par le président de la République en Conseil des ministres cette semaine pour discuter avec les entreprises de presse? J'avoue d'abord que sur le principe, comme vous l'avez vous-même dit, les dettes fiscales, les dettes sociales, toutes les dettes sont faites pour être payées. Et il ne serait pas question de donner l'impression de justifier le non-paiement. Première chose. Mais deuxième chose, le modèle économique des entreprises de presse au Sénégal, comme d'autres entreprises d'ailleurs, n'est pas un modèle viable à terme sans intervention de l'autorité étatique. Pourquoi il faut une intervention de l'autorité étatique? Ce n'est pas parce que vous êtes la presse, vous avez un pouvoir de pression, non. C'est parce que si le Sénégal a pu être un pays
en paix. Si le Sénégal a pu être un pays qui a enregistré des progrès démocratiques, des alternances, la presse y a joué un rôle. Je ne dis pas que vous êtes le seul acteur ou le principal acteur, mais tout le monde a salué le fait que les élections de 2000, c'est un modèle salué dans le monde entier. Dans l'ensemble des bureaux de vote du Sénégal, les PV, les résultats pouvaient être accessibles. Donc, il n'y avait plus possibilité de manipulation des résultats dès la fermeture des bureaux de vote. Grâce au travail de la presse indépendante et libre, ce n'est peut-être pas la presse gouvernementale en général. Et si l'opposition a pu accéder et participer au débat démocratique qui participe de la vitalité de la nation, c'est grâce à la presse privée. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas pu accéder à la RTS. Les rares fois, c'est parce que j'étais candidat, mon temps d'antenne. Mais c'est foncièrement privatisé par le parti au pouvoir. Donc la presse privée a joué un rôle salvateur, un rôle de service public. Sans ce rôle-là, on aurait pu avoir des situations où le pays aurait pu basculer. Je me rappelle le 23 juin. C'est parce que avant 2011. le 2011, oui, 2011. Il y a eu tellement de 23 juin. Mais le 23 juin 2011, sans le rôle d'éclairage, de phare de la presse, de relais de la presse qui a permis d'éclairer l'opinion des Sénégalais et des Sénégalaises, le débat aurait été vicié et peut-être que le pays aurait basculé dans des lendemains incertains parce qu'il est clair que les gens n'auraient pas accepté le la dévolution monarchique du pouvoir, mais sans ce débat-là, peut-être que l'Assemblée aurait voté la loi. Donc, la presse joue un rôle de service public nécessaire, comme l'éducation nationale, comme la santé, c'est pourquoi on l'appelle quatrième pouvoir, et je crois que comme l'éducation, comme la santé, on y injecte de l'argent sans attendre d'autres résultats que la stabilité et la force du pays. Un pays est fort parce qu'il a une presse forte. Je me rappelle les mots de Thomas Jefferson qui disait « Je préfère entre un pays sans gouvernement et un pays sans presse, je préfère sans gouvernement qu'un pays avec un gouvernement sans presse. » Tellement les gens reconnaissent le rôle important de la presse. Et donc dans ces conditions, puisque le modèle n'est pas si viable que ça, ce qu'on eût été en droit d'attendre, mais c'est valable pour tout ce que je dis, c'est dans les dialogues autour des assises nationales. C'est-à-dire, on s'assoit, ce que le président Bassirou Diomaye veut faire maintenant, c'est dès le départ, on s'assoit pour voir, mais quels sont les problèmes de la presse, sachant que notre économie actuelle ne permet pas de donner suffisamment de publicité et de ressources à la presse privée. Et d'ailleurs qu'avec l'intrusion des nouvelles technologies de l'information et des réseaux sociaux, la presse traditionnelle a de plus en plus du mal à accrocher. Les gens font beaucoup plus de publicité maintenant sur TikTok, etc. Ils passent beaucoup d'informations par des YouTube et par des gens qui sont des podcasteurs et autres influenceurs. Et donc, la presse traditionnelle, qui a un rôle important, voit ses parts de marché de plus en plus réduites. Et donc, si on est d'accord que ce rôle de la presse est essentiel, il faut plutôt s'asseoir et discuter. Mais là également, j'ai quelques inquiétudes. Cette attaque frontale contre la presse sélective, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si c'est parce que la presse ne paie pas, je connais des entreprises de presse du domaine public, du secteur public, qui sont dans la même situation. Mais je connais au-delà de la presse des entreprises tout court, la Poste, d'autres, qui sont dans des situations beaucoup plus catastrophiques pour les finances publiques, où l'État injecte de l'argent pour payer les salaires. Je rappelle que la Poste, la masse salariale, fait 250% le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que toutes les autres cotisations sociales, les impôts, les TVA, c'est l'État qui supporte, directement ou indirectement, puisque l'État injecte chaque année, contrairement aux normes de l'OHADA, contrairement à la réglementation nationale. L'État injecte de l'argent dans des entreprises comme l'APS, totalement. Donc, si on peut le faire parce qu'on estime que c'est nécessaire pour le pays, on doit pouvoir s'asseoir et discuter ici. Je ne dis pas encore une fois qu'il faille. Mais la méthode de Thierno Alassane Sall, les TVA collectés doivent être reversés. La méthode, on la connaît. Les hommes politiques sénégalais, notamment, quand ils sont dans l'opposition, utilisent toujours les médias comme échelle. Une fois arrivés au pouvoir,
ils veulent briser l'échelle. Ou brûler l'échelle. Mais c'est là où je voulais terminer, d'ailleurs, parce que vous me donnez l'occasion de dire une chose, c'est que vous l'avez cherché au site, la presse. Pendant des années, la presse a refusé de faire son autocritique. J'ai eu beaucoup de problèmes chaque fois que j'allais en émission, parce que vous avez en face de vous parfois des interlocuteurs dont vous savez qu'ils sont encartés ou envoyés par un parti politique. Pratiquement, chaque média avait son correspondant, entre guillemets, politique, qui défendait un parti politique de l'opposition. C'est la première fois. C'est assez nouveau, ça. C'est la première fois au Sénégal. C'est très inquiétant, c'est très grave. Et les gens ont refusé de regarder ça. Mais que voulez-vous qu'une fois ces gens arrivent au pouvoir, ils fassent? Il se dit que ça a été très facile de pénétrer la presse. Pour ainsi dire, prendre en otage la presse et en faire notre porte-voix. Et ils se disent que mais d'autres peuvent faire la même chose, mais nous n'allons pas regarder que d'autres fassent la même chose que ce que nous avons fait, qui a été relativement facile, parce qu'il n'y a presque pas eu d'opposition, ni de la part du CRNA, qui était quand même discrédité parce que ne pouvant pas imposer à la RTS de s'ouvrir aux autres, ni de la part des acteurs privés qui nous parlent souvent déontologie, etc., mais qui ont refusé de voir que mais il y a des émissions, des chroniqueurs, même des émissions religieuses qui étaient des tribunes politiques. Alors, quand ces gens arrivent au pouvoir, ils se disent, on ne peut pas laisser ça se perpétuer et être utilisé par d'autres. Alors ça là, vous avez effectivement fait l'échelle aux gens, mais comme disent en Wolof, politicien bi, souvent j'entends dire ça, politicien bi boko defale échelle ba mu yek day lak échelle bi wala mu dam ko. Merci Thierno Alassane Sall. On ne peut pas terminer cette émission sans parler des accidents de la route. Ils sont nombreux. Ces 3 derniers jours, mais c'est incroyable. Le chiffre cumulé ces 4 derniers mois, plus de 100 morts sur les routes sénégalaises. On approche du Grand Magal qui est là dans moins d'une semaine. Encore peut-être un appel à être prudent sur les routes. Oui, effectivement, j'ai vu l'accident qui s'est déroulé hier à Kongol et j'ai voulu d'ailleurs ouvrir dessus pour présenter mes condoléances à l'ensemble des victimes et appeler à plus de... Mais je crois qu'il est temps que nous fassions de vrais, là également, de vraies assises. Ce changement démocratique aurait dû être l'occasion de revoir nos modes de vie, nos façons de... pour terminer sur une note optimiste, donc à l'occasion du Grand Magal, il faut effectivement, nous recommandons la prudence et nous prions pour que les gens fassent preuve de beaucoup plus de vigilance et d'attention. De notes optimistes, le Sénégal vient de lancer son premier satellite. On espère que d'autres avancées s'en suivront, mais nous savons combien c'est difficile pour les pionniers qui ont eu à porter ce projet-là de vouloir réaliser des choses qui fassent avancer. Gaindesat, c'est son nom. Oui, Gaindesat, que de faire avancer le pays dans des domaines où l'intérêt n'est pas tellement visible. Et nous les saluons et nous les encourageons à faire d'autres victoires. Également, au moment où nous parlons, il y a l'équipe e-sport du Sénégal qui est à Casa. Je connais une partie de l'équipe. Je leur envoie un coucou au passage en leur disant bonne chance. Merci, Thierno Alassane Sall. Député, pour peut-être encore quelques jours, quelques semaines, on verra. Leader du parti politique RV, La République des Valeurs. Vous avez dit député Puté. Député. D'accord. Je sais, taquin. Mais je sais. Merci à Abdou à la régie, à tous ceux qui nous ont suivis. Restez avec nous, les programmes continuent, le grand jeu. Midi.